Salut à toutes et à tous. Salut les gars, j'espère que ça va. J'espère que toi ça va, Max aussi. Ça va très bien, merci Trésor. Petit retour du podcast. Deuxième enregistrement de l'épisode par ma faute. En fait, le but c'était de faire un épisode sans setup trop compliqué pour continuer à vous produire des choses simplement. Sans que ça me prenne trop de temps en fait à monter, à préparer, etc. Mais en fait, je me rends compte que je kiffe quand même monter des petits trucs un peu propres, au moins sur le tournage. Donc là, je me suis chauffé un peu, avoir des bonnes lumières, un bon cadre, etc. Mais du coup, sur le fond, ce qu'on va faire avec Trésor, c'est qu'on va vous présenter des petites études scientifiques. Ouais, c'est ça. Toutes les semaines, on va vous présenter des petits documents qui nous ont intéressés, qu'on trouve pertinent de vous partager. On va essayer de les critiquer, de les étendre à évidemment ce qui est intéressant à appliquer ou pas. Et donc voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, on continuera ce petit rythme. Donc ça nous permet de produire des choses sans que ce soit trop exigeant. Le système de production sur des émissions avec un peu plus de gens, un peu plus de sujets, de thèmes à traiter, c'est quand même prenant. Donc là, on se concentre un peu sur nos projets perso, la suite des études. On a plein de choses encore à valider. Donc on va voir ce que ça donne, mais voilà pour le petit rythme de cette saison 3. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ça si ça vous plaît. Du coup, aujourd'hui, on a Trésor qui veut nous présenter un petit papier, donc explique-nous Trésor. Ouais, du coup, je vais même en présenter 3. Et ce sera autour d'un sujet qui, je pense, intéresse peut-être surtout les coachs, mais ça peut toujours intéresser aussi certains athlètes qui souhaitent peut-être aller un petit peu plus loin dans leur pratique. Mais du coup, on va parler programmation. Donc c'est vraiment la manière dont vous allez organiser finalement votre entraînement, donc sur le temps. Et en gros, on va essayer de retrouver certaines comparaisons. Donc il va y avoir des études qui vont comparer finalement un entraînement qui n'est pas forcément programmé par rapport à un entraînement qui est programmé. Et ensuite, on va avoir différents types de programmation. Donc on peut déjà les aborder. Donc on va retrouver la programmation linéaire. Donc en fait, la programmation linéaire, très simplement, c'est en gros essayer vraiment de démarrer un bloc par exemple sur une intensité cible et un format de répétition fixe. Donc admettons, on va prendre le squat, vous allez démarrer sur le bloc 1 à 8 répétitions sur 70% d'intensité et vous allez faire évoluer finalement ce format tout au long des semaines. Donc c'est de bloc en bloc. Donc sur le bloc 2, vous allez par exemple retrouver 5 répétitions autour de 75% et sur le bloc 3, par exemple 80% autour de 3 répétitions. Donc en gros, vous avez une augmentation linéaire et progressive de bloc en bloc. Ensuite, on va retrouver aussi le bloc non linéaire. Donc ça, c'est plus une progression de l'intensité ou du format de répétition, mais cette fois-ci de semaine en semaine. Donc admettons, on commence sur le bloc 1, semaine 1, toujours avec le squat, par exemple sur un format de 10 répétitions. Sur la semaine 2, vous allez passer à 5 répétitions sur une intensité plus élevée, ou pas forcément, vous pouvez faire aussi une intensité plus faible. Donc en fait, vous avez à chaque fois une progression de semaine en semaine. Et après, il y a le dernier format qui est ondulatoire. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai tendance à utiliser assez régulièrement. En gros, vous avez une variation d'intensité et de répétition, mais là, au sein de votre semaine. Donc, on reprend aussi le squat. Vous allez avoir jour 1, par exemple, un format de 7 répétitions autour d'une intensité cible, donc 70%. Et sur le jour 3, vous allez avoir aussi le squat, mais cette fois-ci sur un format de 3 ou 4 répétitions sur une intensité plus élevée. Donc, vous avez une variation au sein de votre semaine. Donc ça va concerner vraiment la dernière étude. Là, la première étude que je vais évoquer, ça va être vraiment la comparaison entre finalement un entraînement qui est périodisé et un entraînement qui n'est pas forcément périodisé. Donc c'était en 2015 et ils ont analysé ça sur, je pense, c'était 510 athlètes et ça regroupait 16 études, donc c'était une méta-analyse. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas forcément un effet significatif, en tout cas sur la force maximale, sur les programmations qui étaient du coup organisées.
Mais c'est vrai qu'on remarquait quand même une tendance à la fin de l'étude, c'était en conclusion où il disait qu'en fait finalement la variation des stimuli au sein du bloc permettait quand même d'avoir une augmentation un tout petit peu plus importante sur la répétition maximale. Donc essayer quand même de varier un petit peu les stimuli, mais ça passe pas forcément uniquement par le spécifique. Je pense que ça peut se faire sur le renforcement aussi. Après là, ils avaient uniquement analysé les patterns vraiment moteurs principaux. Donc c'était, je crois, squat, développé couché. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Et c'est vrai que parfois aussi, on peut essayer de peut-être prendre en compte les variations, ce qui n'a pas été fait forcément, donc ça peut être aussi une limite. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui ressortait de l'étude. La deuxième étude, c'était un petit peu pareil. Cette fois-ci, ils avaient donc fait le regroupement de 80 effets cumulés. Donc c'était vraiment, ils avaient regroupé des études je crois que c'était de 1988 à 2015. Et ils avaient aussi analysé ça, fait ces comparaisons entre l'entraînement qui n'était pas périodisé et l'autre qui était périodisé. Donc la périodisation, généralement, c'était sur du linéaire ou non linéaire. Et en fait, ils avaient du coup réussi à standardiser finalement tous les facteurs d'entraînement qui auraient pu potentiellement aussi augmenter la répétition maximale. Parce que le problème, c'est qu'admettons, si vous avez un groupe qui a un volume un petit peu plus élevé ou une fréquence d'entraînement plus élevée, les résultats auraient pu être biaisés puisque il y avait finalement des variables d'entraînement qui étaient augmentées et différentes. Et encore une fois, à ce moment-là, sur cette étude, on n'a pas remarqué forcément d'effets significatifs, même si encore ils arrivaient à la même conclusion que la variation des stimuli était quand même la stratégie la plus intéressante pour la force maximale. Et maintenant, on va aborder la dernière étude que moi j'ai trouvée hyper intéressante parce que là, du coup, il y avait un échantillon qui était quand même assez large et ils ont essayé de comparer finalement des individus donc entraînés et non entraînés. Et cette fois-ci, il y avait du coup un groupe qui était non périodisé, un groupe qui était périodisé mais de manière linéaire et un autre groupe qui était périodisé de manière ondulatoire. Et du coup, à la fin de l'étude, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait quand même un léger avantage au niveau de l'ondulatoire parce qu'encore une fois, il y avait la variation des stimuli. Mais ce qu'on remarquait, c'est qu'il n'y avait pas forcément de différence vraiment significative entre la non périodisée et la périodisée. Même si en soi, le niveau d'entraînement était quand même une variable modératrice qui était relativement forte parce qu'on remarquait que plus l'entraînement, en tout cas plus le niveau d'entraînement était élevé et plus l'athlète bénéficiait d'une périodisation et notamment ondulatoire. Par contre, plus le niveau était faible, entre guillemets, et plus l'entraînement pouvait être fait un petit peu comme ça, selon les envies, selon l'adhésion. Donc il n'y avait pas forcément besoin de programmer. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'ils avaient aussi comparé entre la force max et l'hypertrophie. Et ce qu'on remarquait, c'est que pour l'hypertrophie, il n'y avait pas forcément d'intérêt à programmer. Donc c'est comme je l'avais dit la dernière fois, mais en fait ça renvoie un petit peu à ce que Alexis Beck avait fait. Mais en soi, en fait, on remarque que si on est proche de l'échec sur l'entraînement, en tout cas orienté hypertrophie, il n'y a pas forcément besoin de vraiment programmer son entraînement. Le plus important, c'est d'avoir vraiment une proximité de l'échec assez importante. Et sur la force maximale, par contre, on remarque quand même des bénéfices sur la périodisation, mais c'est pas non plus hyper significatif, même si en soi, je pense que voilà, on est coach, donc on aura tendance quand même à vous conseiller de périodiser un minimum. Ça permet aussi de se retrouver au niveau des données parfois, même s'il ne faut pas non plus trop se perdre là-dedans. Et je pense aussi, après il ne l'avait pas notifié dans l'étude, mais moi personnellement, après réflexion, je pense aussi que la variation des stimuli permet aussi peut-être une adhésion un petit peu plus importante, parce qu'il y a plusieurs choses dans la programmation, il y a plusieurs choses dans la semaine. C'est vrai que parfois le modèle linéaire est assez rébarbatif, c'est-à-dire on fait vraiment toujours la même chose. Donc ça peut être un petit peu plus chiant, alors que là les variations permettent quand même d'avoir plusieurs choses différentes dans la semaine, donc c'est plus sympa, je pense. Voilà. Ok. Bon, du coup, je vais essayer de rebondir comme j'avais fait sur le premier enregistrement, mais c'est un peu plus compliqué parce que j'ai déjà pas mal de réponses aux questions que je t'avais posées. Ouais. Donc là, c'est intéressant, on a parlé de méthode, mais ce que j'aime bien expliquer, c'est que il y a des principes qu'il faut connaître et à partir desquels on construit des méthodes. Donc je t'avais posé la question, il me semble que tu avais les réponses en tête, donc on peut revenir dessus. Là, on parle des méthodes de planification. Ces méthodes-là reposent sur des principes de base de l'entraînement. Est-ce que tu peux nous rappeler lesquels pour que les gens se rendent compte que
Les méthodes, souvent, elles permettent de favoriser une adhésion ou en tout cas de correspondre à un contexte particulier, le contexte de notre athlète. Mais sinon, sur le principe, tous les bons entraînements, ou en tout cas toutes les bonnes méthodes d'entraînement reposent sur les mêmes principes et se rejoignent sur certains points. Donc, est-ce que tu saurais réexpliquer lesquels ? Du coup, généralement, ce qu'on peut retrouver dans les livres que tout le monde peut se procurer, scientifiques qui datent maintenant un petit peu, mais généralement, ça va être la spécificité. Donc, c'est pratiquer le sport, pratiquer les mouvements que vous allez retrouver sur vos compétitions. Il va y avoir aussi l'individualisation, donc ça paraît classique et assez simple, mais en soi, c'est tout simplement essayer vraiment de programmer en fonction de vous, votre contexte actuel. Ensuite, il y a la surcharge progressive, donc ça, c'est tout simplement faire progresser certaines variables tout au long des semaines. Et ensuite, il y avait la variation, donc ça, c'était vraiment aussi relié aux variations des stimuli. Donc, essayer d'avoir plusieurs choses dans votre bloc qui vont permettre peut-être de faire progresser sur les patterns principaux. Ok. Du coup, ça fait 2 fois que tu reviens beaucoup sur la notion de variation. T'aimes bien varier les stimuli dans l'entraînement, notamment pour favoriser l'adhésion. Je vais te demander de placer dans ce contexte-là la notion de RBE, si tu veux bien. Parce que c'est quelque chose que tu mentionnes pas mal en ce moment. Donc ouais. RBE, Repeated Bout Effect, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, tu vas expliquer un peu pour que les gens comprennent jusqu'où c'est intéressant de varier les stimuli versus jusqu'où c'est intéressant quand même d'en conserver certains en fonction du contexte ou de la proximité à certaines échéances. Est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu ça ? En gros, ce qui va être toujours important, c'est partir finalement d'une capacité actuelle. Donc le but, ça va être de pouvoir la faire progresser. Mais en fait, il va y avoir différentes adaptations qui se créent. Donc ça, on l'a déjà évoqué, mais il y a des adaptations qui sont au niveau spinal, supraspinal. Donc là, c'est vraiment au niveau nerveux. Et il y a tout ce qui va toucher le périphérique. Donc en fait, le principe même, c'est de pouvoir jouer sur toutes ces variables pour créer des adaptations et limiter aussi des inhibitions qui peuvent se créer au niveau, par exemple, de la moelle épinière et qui vont permettre d'avoir une influence sur la capacité de production de force maximale à la fin. Donc, le principal, c'est de pouvoir jouer par exemple sur la masse musculaire qui va être une variable qui est quand même modératrice mais qui est forte sur l'impact, en tout cas sur la force maximale, même si parfois il y a un petit peu de nuance à mettre sur ça, mais ça va rester important. Et du coup, on connaît certains principes pour l'hypertrophie. Après, il va y avoir du coup des schémas d'intensité qui vont devoir être utilisés pour pouvoir progresser et limiter aussi des inhibitions. Après, il va y avoir potentiellement aussi des variations, donc l'utilisation de régimes de contraction qui va pouvoir aussi être utile dans la programmation. Donc en fait, il y a toutes ces choses-là qui doivent rentrer en compte et qui permettent derrière d'avoir une amélioration de la répétition maximale. Mais du coup, encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre. En fait, c'est toujours en fonction de ce que l'athlète est capable de faire, des problématiques qu'on peut observer. Du coup, ce qui va être important, c'est de pouvoir échanger, pouvoir observer aussi. Donc ça, c'est vraiment le travail du coach. Mais les échanges, ça va être aussi la relation entre le coach et l'athlète qui va être importante. Ok, très bien. J'en profite. J'avais une question pour toi par rapport à l'hypertrophie. Ouais. Donc, des études que tu nous as présentées, la méthode ondulatoire apparaît comme légèrement supérieure. Ouais. Pour autant, dans une programmation d'hypertrophie pure, il n'y a pas d'intérêt à planifier quoi que ce soit. Le principe, c'est surtout de s'entraîner à une certaine proximité de l'échec. Ouais. Mais donc, pour des sports de force, par exemple, ou dans le cadre d'une programmation en prépa physique, comment intégrer l'hypertrophie ? Est-ce qu'on doit le planifier du coup en fonction des échéances et en fonction peut-être du bloc d'entraînement en parallèle du coup des autres qualités physiques qu'on essaie de développer, ou est-ce que le développement de l'hypertrophie il se fait toujours de la même manière, peu importe le contexte ? Il se fait toujours de la même manière, mais sur la programmation, je pense qu'il y a quand même des choses à prendre en compte par rapport aux entraînements, parce que si on prend un athlète qui n'a pas forcément l'habitude de tolérer un entraînement en hypertrophie et une proximité de l'échec, ça peut potentiellement créer plus de dommages musculaires. Donc ça peut impacter aussi ces échéances et aussi ces entraînements de la semaine. Donc moi, ce que je trouvais intéressant, c'était l'approche un petit peu de Exos. En fait, ils abordaient ça comme des ondulations au sein de la semaine, mais du coup, c'était plus sur le format d'entraînement plus que sur, par exemple, un pattern. On prend un format de répétition, une intensité et on le change tout au long de la semaine. Là, c'était vraiment tout l'entraînement
qui étaient modifiés, qui étaient ondulés. Donc en fait ils appelaient ça, par exemple, on commençait sur un lundi, c'était le développement de la puissance sur le haut du corps, donc il y avait moins de travail orienté hypertrophie, il y avait plus de développement de la puissance, mais ça c'était orienté par exemple à un entraînement qui pouvait être spécifique sur le mercredi. Et le jeudi, là c'était par exemple hypertrophie autour du bas du corps, donc il y avait un certain volume de travail qui était orienté par rapport à ça, mais qui était adapté en fonction des entraînements de l'athlète tout au long de la semaine et des échéances. Donc c'était quand même relativement intéressant parce que ça permet de pas forcément non plus avoir un volume trop conséquent, de pouvoir avoir un développement qui est relativement intéressant, qui sera quand même peut-être un petit peu moins important que si on était vraiment orienté uniquement sur l'hypertrophie, mais au moins ça permet quand même d'avoir un travail assez global et intéressant pour un athlète. Donc sur de la prépa physique, c'est quand même totalement différent que sur un sport de force par exemple. Ok. Ouais, donc le but c'est de maximiser les résultats en minimisant le coût énergétique pour que ça s'intègre facilement à la pratique d'une autre discipline, d'un autre sport ou au développement d'autres capacités physiques. Ouais. Et ça fait écho à certaines choses qu'on a vues aussi récemment sur juste la gestion de la fatigue. Donc comment intégrer certains exercices, certains régimes de contraction à la planif, et on a vu que sur ça il y a pas mal de choses à optimiser. Ouais. Très intéressant du coup. Autre question, parce qu'on a eu le petit débat la dernière fois. Désolé pour ceux sur YouTube, on voit qu'il y a un petit invité. Donc on a eu le débat la dernière fois sur où ça nous mène tout ça en fait, parce que chaque étude scientifique ne bouleverse pas forcément notre pratique, mais on voit que la recherche a tendance à nous faire développer quand même certains outils, certaines manières de pratiquer. En l'occurrence, là, on parle beaucoup des méthodes. On se rend compte qu'il n'y a pas grande différence, même si, on le rappelle, tu me dis si je me trompe, mais il apparaît légèrement supérieur de planifier en ondulatoire. Mais pour autant, la question qu'on peut se poser à la suite de la lecture et la compréhension de ces études-là, c'est vers quoi on tend, qu'est-ce qu'il faut encore optimiser pour avoir une meilleure progression, ou en tout cas une progression plus sûre, qu'est-ce qui nous manque pour identifier les facteurs sur lesquels on peut jouer pour encore progresser si jamais c'est pas la planification. Là, les autres variables, ça va être surtout la fréquence, le volume. Il peut y avoir le tonnage aussi, mais du coup ça revient un petit peu au volume de travail, mais ça va être vraiment les variables les plus fortes. Sur le reste, ça semble vraiment très léger. Donc globalement, ça va être vraiment ça. Donc essayez de vous concentrer quand même sur ça. Mais le plus important, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de partir de ce que vous pouvez faire. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se perdre dans une pratique qui est surévaluée à chaque fois, dans laquelle vous essayez de tout traquer non plus. Moi, c'est peut-être un vice dans lequel je me suis un petit peu perdu, parce que j'avais tendance à vraiment vouloir tout traquer, tout noter en termes de données pour essayer d'avoir le plus de contrôle. Mais en fait, parfois, ça enferme beaucoup plus l'athlète ou même le coach en soi dans la pratique. Et c'est pas forcément le plus intéressant. Je pense qu'il faut aussi laisser un petit peu la place au hasard. Accepter qu'on ne contrôle pas tout, ça reste quand même de la physiologie humaine, donc c'est hyper complexe. Et voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait la première fois qu'on a enregistré cet épisode, c'est que finalement, pour le développement de la force exclusivement, donc dans les sports de force, l'AFA, le streetlifting, si jamais vous pratiquez l'haltérophilie aussi, ou la musculation, on se retrouve très vite confronté à un niveau d'exigence de tracking de data qui colle au niveau en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un grand fossé entre l'encadrement qu'un athlète amateur a avec son coach pour gérer toutes les variables qui touchent et à l'entraînement et au mode de vie, versus ce qui se passe quand on est sportif de haut niveau, à savoir niveau national ou peut-être même international. Le tracking, ou en tout cas le cadre, sera le même. Et c'est peut-être ça, ce dans quoi il ne faut pas tomber, ou en tout cas ce qu'il ne faut pas trop encourager, c'est que évidemment qu'il y a beaucoup de variables qu'on aimerait prendre en compte, qu'on aimerait tout savoir de l'athlète qu'on encadre, ou tout partager à notre coach si on se place en tant qu'athlète, mais il faut cultiver au plus le plaisir à exécuter et l'importance d'exécuter, à savoir, on est athlète, on va à la salle, on se la bute et on fait confiance à notre coach sur tout le reste.
Malheureusement, l'AFA et autres sports de force, ça repose beaucoup sur le tracking de data, d'échelle perçue, de subjectif de l'effort ressenti. Donc l'athlète se retrouve beaucoup à intellectualiser sa pratique, et c'est ce qu'on déplore un peu dans les sports de force, ce vers quoi on évolue un peu trop, alors qu'on l'a moins dans les autres disciplines, où là, au niveau amateur, ils exécutent seulement. Quand ils montent en niveau d'exigence, en niveau de compétitivité, ils se retrouvent avec un staff qui permet de tenir en compte toutes ces variables-là, les variables de niveau de performance, les variables physiologiques relatives à l'hygiène de vie peut-être. Donc là, sur le très haut niveau, il y a un staff avec une équipe pluridisciplinaire pour encadrer l'athlète. Comme ça, l'athlète, il met un maximum de chances de son côté pour performer au mieux, sans pour autant se retrouver à traquer trop de data. Et donc, c'est peut-être ce vers quoi il ne faut pas trop tendre en fait, quand on fait des sports de force. C'est de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on fait et se recentrer vers les choses qui comptent le plus, en fait, les choses fondamentales, à savoir se donner. Et c'est la limite qu'on aime bien exprimer, qu'on tenait à vous exprimer dans ce podcast-là, parce qu'on va effectivement vous présenter plein d'études qui potentiellement vont vous encourager à traquer encore plus de données, peut-être à faire des prises de sang trop régulièrement, bien que ce soit très intéressant et très important. Faut pas faire une prise de sang toutes les semaines. Faut pas aller faire un DEXA non plus toutes les semaines pour checker la composition corporelle. Il y a plein de mesures qui sont intéressantes, mais qu'on doit quand même réserver au haut niveau, à mon sens. Je sais pas si tu partages cet avis-là, Trésor, si tu as des petites nuances à ajouter. Non, franchement, c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est le but, c'est vraiment de se connecter avec la pratique du sport et pas avec toute la physiologie et la science de l'entraînement qu'il y a derrière. Bien que, du coup, on se tire un peu une balle dans le pied, on continue à écouter notre podcast et à creuser les connaissances. Il y a des petits trucs à capter quand même et à essayer d'intégrer. Mais moi, du coup, dans la manière dont je pratique en tant qu'athlète et je pratique en tant que coach ou plus nutritionniste même, j'essaye d'éloigner les gens qui sont trop dans ça pour qu'ils se retrouvent plus connectés à des sensations de base, à savoir le plaisir à l'entraînement, l'intensité de l'effort qui est perçu, la difficulté et le niveau de fatigue peut-être ressenti sur la semaine. Ça, c'est des choses quand même très simples qui sont importantes à tenir compte quand on est coach et quand on est athlète. Mais aller au-delà, moi, du coup, j'ai mis une petite réserve. Ouais. Et je trouve aussi ce qui est intéressant, parce que j'avais vu aussi un mail de Mathias Soulol qui était un peu provocateur. Mais du coup, je pense qu'il avait cité d'autres études, mais il avait un petit peu remis en cause le rôle du coach. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont tendance peut-être à survendre un petit peu la nécessité, même si ça reste quand même hyper important. Et je pense que parfois, comme tu l'as dit, ça permet de se décharger un petit peu et du coup de restimuler aussi le plaisir à l'entraînement, parce que c'est vrai que c'est chiant aussi parfois de juste se programmer, de réfléchir et d'intellectualiser, comme tu l'as dit. Mais je trouve que c'est bien aussi avec ces études, parce qu'on remarque que même si vous ne programmez pas, lorsque vous êtes débutant, vous pouvez vraiment progresser. Donc un coach, c'est important, mais c'est pas non plus, faut pas survendre le rôle du coach. On n'est pas non plus des magiciens. C'est pas parce que vous prenez un coach que vous progressez forcément. Y a plein de stratégies, mais voilà, après c'est pas faire une bonne pub pour nous, je pense, mais il faut aussi remettre un petit peu de contexte et de nuances, parce qu'il y en a, je trouve, sur les réseaux qui ont tendance à vraiment se rendre trop indispensables, alors que c'est pas forcément le cas non plus. Ouais, je suis bien d'accord. Mais du coup, c'est le moment parfait pour faire une petite pub quand même, pour vous dire que si jamais vous arrivez à un moment de votre pratique où vous posez encore des questions, vous savez plus trop où vous allez, ou vous voulez juste décharger seulement cette partie-là de réflexion autour de l'entraînement, n'hésitez pas à faire appel à nous, à notre équipe directement. Vous savez qu'MVT, à la base, c'est des étudiants et maintenant coachs et nutritionnistes plutôt tournés vers les sports de force. Donc Trésor pour la partie entraînement, la partie planif, pour la nutrition aussi. Tu proposes des petits suivis. Ouais. Moi de même. Pour la partie haltéro, c'est plus en présentiel, mais si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer au club. On peut essayer de développer tout ça. C'est un outil intéressant. Et sinon, moi, pour la nutrition, je fais aussi des petits suivis. Donc, si jamais vous pensez qu'on peut collaborer et mettre en place des trucs intéressants, n'hésitez pas à nous contacter. Et Victor aussi, qui est pas là, mais pour qui on fait quand même de la pub, parce que il a plein de choses à apporter aussi.
Lui qui fait du coaching présentiel et de la planif aussi à distance et qui s'intéresse aussi beaucoup au sport de force, vous l'aurez compris. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, format suivi ou même juste une consulte, des fois ça permet de répondre à des questions simplement. Vous pouvez nous contacter directement sur nos comptes Instagram, je pense. Ouais. C'est la meilleure voie, donc n'hésitez pas. Merci les gars de nous avoir suivis pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire des retours sur le compte Insta. Je sais que les plateformes de podcast sont pas forcément propices à ça, mais faites-nous un petit retour si vous avez kiffé le format ou quoi. La semaine prochaine, c'est moi qui m'y colle. Je vais vous partager une petite méta-analyse sur l'impact des hormones dans l'hypertrophie et donc la gestion du cycle hormonal de la femme dans l'entraînement. Donc ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui et non, il y a beaucoup de choses à dire et malheureusement pas autant qu'on aimerait. Mais ça va permettre de remettre certaines idées en place et peut-être de contredire ce que certains coachs aiment mettre en avant. Ça fait quoi d'ailleurs à ce que tu disais, le besoin des coachs de se faire passer pour indispensable, alors qu'en l'occurrence, j'en dis pas plus, on verra. Mais donc semaine prochaine, petit épisode sur ça. Et n'hésitez pas à nous faire un retour, même les gars sur YouTube, si vous avez kiffé. Le petit setup tout simple comme ça. On va essayer de produire comme ça un petit rythme, des petits épisodes de 20-30 minutes. Si ça vous plaît, faites-nous un retour. Merci Trésor pour ce petit papier, ce petit partage. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine les gars. Ouais. À très bientôt.